Donc bonjour, moi je vais vous présenter plutôt un sujet infrastructure, pour changer. Je vais vous présenter le chemin que l'on parcourt actuellement pour avoir du Kubernetes on-prem, donc dans nos propres data centers. Je vais commencer par une question d'ailleurs. On a vu quelques usages ce matin de Kubernetes. Combien parmi vous, levez la main si vous avez des applications en production chez vous, dans votre société? Okay. Quelques mains levées quand même. Il faut savoir que l'année dernière, on était ici, on a posé cette même question et je crois me souvenir qu'il n'y avait aucune main levée, ce qui est un peu normal. En fait, cette année, on a vu une tendance dans les sociétés à passer du stade expérimental sur des clusters de développement à vraiment de la production sur des applications critiques. Pour le moment, plus orienté stateless, donc pas de persistance de données, mais certains franchissent le pas. Donc, moi, c'est Smaïn Kalouche. Je travaille en tant que système ingénieur dans une équipe qui s'appelle Scale au sein de Dailymotion. Donc, l'équipe est en charge de services back-end, notamment de l'API et de la base de données, et aussi du release engineering. Je suis ambassadeur CNCF. J'organise le meet-up Paris, CNCF Paris. Et la CNCF, rien à voir avec les trains, c'est la Cloud Native Computing Foundation. C'est une fondation à but non lucratif sous la Linux Foundation et dont Kubernetes et d'autres projets font partie. Donc pour une brève rétrospective de l'année dernière, donc on était ici, on présentait un peu l'état du déploiement en production de notre API GraphQL. À l'époque, on était uniquement en Europe et on commençait le déploiement en Europe. Très rapidement, juste après ça, ou approximativement un mois, on était à 100% le déploiement dans le monde entier. Donc c'est une API géodistribuée qui tourne sur GKE, donc Google Kubernetes Engine. Et on a aussi présenté brièvement qu'est-ce que ça avait changé dans nos méthodes de déploiement et aussi dans nos méthodes de développement. Je vais revenir un peu sur ce point à la fin des slides. Donc, voilà l'état actuel aujourd'hui du déploiement. On a le point bleu foncé, je vais passer très brièvement, c'est notre infrastructure de diffusion de vidéos. Les points roses, c'est les points de Google Cloud, donc c'est là où on a déployé notre infrastructure pour l'API GraphQL. Et enfin, les points bleus, c'est le déploiement de nos clusters on-prem dans nos data centers, les clusters parisiens, et on est en train de déployer aussi Singapour. Alors, je vais revenir un peu sur les avantages de Google Cloud. L'idée ici, c'est pas de faire un étalage du catalogue Google Cloud. On en avait parlé un peu l'année dernière, mais c'est surtout de vous donner un vrai retour d'expérience sur des fonctionnalités qu'on a réellement utilisées cette année, dont on a bénéficié. Donc, clairement, créer un cluster sur GKE, c'est hyper simple. Pour ceux qui ont déjà essayé de créer un cluster Kubernetes, ça peut être compliqué, même si ça s'améliore. On bénéficie de la haute disponibilité du cloud, c'est garanti par Google. Les opérations de mise à jour sont très simples. En quelques clics, on peut mettre à jour les nœuds et les composants master. Et on bénéficie surtout d'une fonctionnalité d'auto-scaling des nœuds et qui permet de faire grossir le cluster en fonction de la charge sur les applications. On n'a pas besoin non plus de se préoccuper de l'aspect de multi-tenancy, donc d'avoir plusieurs équipes dans un seul cluster, là, ou plusieurs applications dans un seul cluster. Là, on peut, pour un besoin donné, créer un cluster, vu que c'est très simple, ça se crée en quelques minutes. On n'a pas besoin d'aborder cette problématique-là. Je ne vais pas revenir non plus sur le réseau de Google, qui est vraiment, après une étude des différents cloud providers au début du projet, qui était le plus complet, on va dire, et le plus performant par rapport au cloud précédent où on était. Et le niveau de sécurité, on ne s'en préoccupe pas, puisque c'est assuré par le cloud. Enfin, au niveau infrastructure, j'entends. Donc, lorsqu'on doit créer un cluster on-prem, il y a de nouvelles problématiques, des questions à se poser. Typiquement, il va falloir qu'on rende le cluster hautement disponible.
au moins avoir le même niveau, avoir le même niveau de disponibilité que celui qu'on avait dans le cloud. L'idée, c'est surtout de conserver, autant que faire se peut, les fonctionnalités qu'on avait dans le cloud. Il y en a certaines qui sont un peu difficiles à reproduire on-prem, je vais y venir, mais la haute disponibilité, on ne peut pas y échapper. Ensuite, on va certainement avoir des problématiques de multi-tenancy, d'avoir plusieurs équipes qui travaillent dans le même cluster, plusieurs stacks applicatifs qui vont cohabiter. Parce que malgré le fait qu'on soit performant, qu'on automatise tout, créer un cluster aussi rapidement que Google Cloud, on ne sait pas encore le faire. Et on aura une charge opérationnelle qui sera plus importante puisqu'on a aussi l'aspect infrastructure à gérer et les composants Kubernetes. Il y a l'aspect sécurité qui est super important. Il faut qu'on ait un niveau de sécurité satisfaisant avant de pouvoir penser à la production sur ces clusters-là. Et une problématique qui n'est pas encore résolue, c'est la persistance de données. Donc, nos clusters, comment on les crée? Aujourd'hui, on utilise l'infrastructure qui existe de Dailymotion. Comme je l'ai dit, on a déjà une infrastructure existante dans le monde entier pour notre CDN, et des machines, du réseau. On a ce qu'il faut en termes d'infrastructure. Donc, on utilise les serveurs que l'on avait déjà provisionnés, amortis, et le réseau que l'on a déjà. On utilise du bare metal, donc des machines physiques, pour des raisons d'optimisation de performance. Ça peut aussi être revu à l'avenir pour les autres environnements autres que la production. Mais pour des aspects de performance, on a fait ce choix-là. On est déployé pour des raisons de haute disponibilité sur Paris sur 2 data centers. Et notre solution de déploiement du cluster est basée sur une solution open source qui s'appelle KubeSpray, dont je suis l'un des créateurs. Et on a surtout adapté aux contraintes de l'infrastructure existante de Dailymotion, contraintes réseau, et je vais y venir. Et KubeSpray a beaucoup d'options. Nous, on est parti sur une version opinionated de notre déploiement. On savait exactement ce qu'on voulait pour notre déploiement de cluster. Donc, quand on crée un cluster Kubernetes, il y a des choix de composants à mettre autour de Kubernetes. Kubernetes se veut un peu standard dans le sens où ils ont mis des interfaces standards pour pouvoir connecter typiquement des plugins réseau, du stockage. L'idée, c'est qu'un vendor ou une solution logicielle s'interface relativement rapidement avec Kubernetes. Donc pour le load balancing, on a fait le choix de Nginx parce qu'on a une très bonne expérience dessus, qu'au niveau performance, ça fait le taf, et qu'on avait testé plusieurs autres solutions et que les fonctionnalités de l'Nginx controller étaient très satisfaisantes. Comme je vous l'ai dit, on a des contraintes réseau. On est arrivé, il y avait déjà un réseau qui existait. Les serveurs communiquaient entre eux en BGP déjà avec une solution qui s'appelle ExaBGP. Nous, ce qu'il fallait qu'on ajoute, c'était l'aspect Kubernetes, c'est attribuer des IP aux pods, donc aux containers, et faire en sorte que les containers communiquent entre eux. Donc on conserve ExaBGP pour l'aspect routing, donc réseau, et on ajoute un plugin réseau assez célèbre autour de Kubernetes qui s'appelle Calico, qui lui fait uniquement attribuer des containers, enfin des IP aux containers. On utilise Docker. Là, pour le coup, ça existait déjà avant qu'on arrive avec du Kubernetes, et les développeurs ont une très bonne expérience dessus. On utilise, comme on l'a vu ce matin avec certaines entreprises, Docker Compose au niveau des développeurs. Et on n'a pas vu le besoin d'aller voir ailleurs, même si on étudie les solutions alternatives. Pour la persistance des données, on est en train on a lancé un proof of concept récemment. On étudie des solutions de stockage spécialisées Kubernetes. Et on pourra en discuter si vous voulez, plus tard. L'aspect multi-tenancy, donc c'est pouvoir faire tourner plusieurs stacks applicatifs dans un seul cluster. Là, pour le coup, en on-prem, on a 4 clusters. On a un cluster de production, un de staging, de dev, et un dédié aux services d'infrastructure. Prenons l'exemple du cluster de production. On va avoir un namespace par stack applicative. Et ensuite, on va essayer, et c'est là le plus important, on va essayer de définir ce que consomme une stack applicative en termes de ressources pour pouvoir lui attribuer exactement ce dont elle a besoin.
C'est un travail assez important puisqu'il faut faire tourner des benchmarks sur les applications et, et ensuite faire cohabiter les différentes stacks applicatives. Après, en termes de tâches opérationnelles, je vais passer rapidement. L'idée, c'est qu'avant, sur Google Cloud, il y avait des tâches qui étaient totalement automatisées ou très très simples à réaliser en quelques clics. Là, il fallait tester chaque procédure, rédiger la procédure associée à la tâche et faire en sorte d'automatiser le maximum possible. Sachant qu'on aura des composants à gérer qu'on n'avait pas du tout sur le cloud. Parce que sur le cloud, un service managé, on a les composants master, donc le control plane de Kubernetes qui est à la charge du cloud provider. Là, tout est à notre charge, notamment la base de données KeyValue qui va stocker la configuration et qui est un point essentiel à sauvegarder à opérer, en règle générale. L'aspect sécurité, là, c'est un gros travail qu'on a fait récemment, qui nous permet aujourd'hui d'attribuer les permissions que l'on souhaite. On utilise pour l'authentification un OpenID Connect Provider, donc qui est une solution basée sur l'O2 et qui va donc fournir un token temporaire avec un refresh token à un utilisateur. Et on fait en sorte que l'utilisateur se reconnecte à intervalles réguliers. C'est toutes les 8 heures aujourd'hui. Et on utilise comme back-end d'authentification le LDAP d'infrastructure qui existait déjà. L'idée, c'est qu'ensuite, lorsqu'on est authentifié, on attribue les permissions à l'utilisateur et on va utiliser la notion de RBAC, Role Based Access Control. Et dans la mesure du possible, on utilise les rôles par défaut fournis par Kubernetes. Donc on va avoir un rôle d'administration du namespace. Donc il y a des personnes qui seront identifiées qui ont le droit d'administrer tous les objets au sein d'un namespace. Et il y aura des droits de visualisation pour un développeur lorsqu'il aura besoin de voir l'état de son application, de consulter les logs. On lui attribuera ces droits-là. Donc c'est comme je le disais, c'est basé sur les namespaces et je remercie les talks précédents d'avoir introduit cette notion-là. Je ne sais pas le faire. Et donc on attribue les permissions en fonction des namespaces. Ensuite, pour les secrets, c'est une règle d'or désormais. Tous les secrets, toutes les informations sensibles, clés, passwords, toutes les données sensibles sont stockées dans Vault. Et donc on nous donne un accès restreint aux secrets de production, donc à des personnes bien identifiées, c'est notamment les personnes admin dont j'ai parlé tout à l'heure, et à la CI uniquement. C'est la CI qui se charge ensuite d'injecter au déploiement les secrets dans les applications. Donc je vais brièvement revenir sur comment on déploie des applications sur Kubernetes depuis 1 an chez Dailymotion. On utilise Jenkins, on a un Jenkins file par projet. On a de plus en plus de projets qui rejoignent un peu cette méthode de déploiement. 35 projets aujourd'hui. On est plutôt satisfait de l'agilité au côté développement parce qu'on a 15 déploiements par jour environ. On fait du continuous deployment en staging, donc un changement sur la branche master se retrouve sur notre cluster de staging. Et on a volontairement laissé une opération manuelle pour la partie mise en production. Donc il y a juste un clic à faire sur Jenkins. On utilise Helm. Alors Helm, c'est un outil qui permet de packager des objets Kubernetes. Il faut savoir que lorsqu'on va déployer une application sur Kubernetes, on va déclarer plusieurs objets. On va déclarer un service, l'état de son application, donc le nombre de containers, de pods qu'on va vouloir, de la configuration, des secrets. Ça peut rapidement chiffrer en termes de nombre de fichiers, YAML ou JSON. Et donc Helm permet de packager ces fichiers avec un format de template aussi qui permet d'adapter selon le cluster. Et le package en question, ça s'appelle un chart. Et ensuite, on définit des dépendances entre nos charts. Donc, une stack applicative complète, composée de plusieurs services, peut être déployée très rapidement avec une seule ligne de commande. On déploie toute notre stack API GraphQL, typiquement. Et il a fallu aussi qu'on gère l'aspect multi-cluster, qui n'est pas géré par Helm de base. Donc il faut qu'on définisse un peu des métadatas sur les clusters, combien on veut d'instances applicatives par région, typiquement. C'est un détail, mais c'est très important pour l'aspect automatisation ensuite.
Et là, donc, c'est une synthèse de ce dont j'ai parlé précédemment. On a les ingress controllers en entrée et qui servent à déclarer des services, exposer des services, que ce soit sur Internet ou en interne. Donc, on arrive à restreindre aussi l'accès aux services aux réseaux locaux. On a la base de, pardon, on a le cluster Kubernetes donc, qui est hautement disponible, dont les nœuds sont distribués sur 2 data centers, les masters et les workers. On a la base de données clé-valeur etcd qui stocke la configuration de Kubernetes, mais pas que, de Dex et de Calico, donc le plugin réseau dont j'ai parlé tout à l'heure. On stocke les audit logs de l'API, donc tous les accès à Kubernetes sont logués, on saura qui a fait quoi à quel moment. Naturellement, on log aussi les logs des containers pour des besoins d'exploitation ensuite. On fait beaucoup usage des logs chez Dailymotion. Juste pour information, EFK, c'est Elasticsearch, Fluentd et Kibana. Fluentd est l'agent de transport en fait, de bout en bout, qui est aussi un projet de la CNCF. Ensuite, on déploie avec Jenkins, je l'ai dit, on injecte les secrets, on les récupère de Vault et on déploie l'application sur les différents clusters. On a l'authentification via Dex et de backend LDAP. On a la solution de stockage qui va arriver, et je l'attends impatiemment, parce qu'on a de plus en plus de besoins en persistance de données. On accède au nœud uniquement en passant par Bastion, donc là, et uniquement les personnes qui font partie de l'infrastructure. Et on a développé un petit outil qui est un peu le compagnon du développeur. Bon, Alfred, c'est un peu le majordome de la chauve-souris. Donc ça permet d'avoir un niveau d'abstraction, de faire en sorte que les développeurs soient rapidement autonomes et de permettre qu'ils puissent travailler très rapidement. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne. Si j'arrive à faire quoi que ce soit là-dessus. Ouais, je peux y arriver. Alors il y a plusieurs options. La première est Doctor. Ça permet à un développeur, lorsqu'il commence, de vérifier son environnement de travail. C'est un diagnostic qui est fait concrètement pour savoir si son laptop est bien configuré avec les bons DNS, les kubectl bien configurés, donc le client Kubernetes, Docker, vérifier les versions. Ça permet surtout à ce qu'on ne soit pas trop sollicité par les développeurs sur des questions qui reviennent assez régulièrement. Ensuite, on a les options. L'option Vault est juste un wrapper au-dessus de Vault. Ça permet de ne pas télécharger le binaire et d'utiliser directement juste le wrapper. On a l'option Project qui, lui, aujourd'hui ne sert qu'à récupérer les secrets pour pouvoir déployer son application en local et faire des tests en local. Ça va s'interfacer aussi avec Vault et permettre de déployer l'ensemble de la stack avec du Docker Compose. Et on a surtout kubectl donc qui nous permet de nous authentifier sur les différents clusters, sur GCP, sur les clusters on-prem. Donc on va se connecter via Dex et avec son compte LDAP. Je vais peut-être accélérer. Non bon. Donc Dex se présente avec une interface comme ça, on s'authentifie, ça va faire un appel vers le LDAP d'infrastructure et ça va générer le fichier de configuration de kubectl, donc qui se situe dans le path que l'on voit là. De la même manière, là je laisse terminer quand même, on va pouvoir se connecter sur ce cluster, vérifier nos permissions. Donc en l'occurrence là j'essaye de lister les composants du namespace kubesystem et je m'aperçois que j'ai pas les permissions avec mon profil restreint. Et par contre, je peux travailler sur le namespace sur lequel j'ai les permissions. De la même manière, le dashboard, qui est un point assez sensible dans Kubernetes, on a fait en sorte qu'il s'interface avec Dex aussi. Et donc, on obtient le même niveau de permission que celui avec en ligne de commande.
Donc on va s'apercevoir qu'on n'a pas de permission sur l'ensemble des objets, mais que lorsqu'on va choisir le namespace, on va pouvoir visualiser nos composants, à l'exception des secrets. Les secrets, il n'y a que les administrateurs qui peuvent les visualiser. C'est l'erreur que vous avez au-dessus. Je termine là-dessus. Et donc, pour conclure, les prochaines étapes, parce qu'on a une roadmap relativement importante sur l'aspect orchestration. On a, je ne vais pas y revenir dessus, mais on a le storage qui est super important. On a la géodistribution des données. Et ça, c'est un projet tout aussi important que la géodistribution de l'API. L'idée, c'est qu'avec la géodistribution de l'API, c'était d'améliorer l'expérience utilisateur. Là, en ajoutant aussi les données, on va encore améliorer l'expérience. Et c'est un gros projet sur l'année à venir. Oups. Staging as a service, ça là pour l'instant c'est juste un terme, mais concrètement c'est assez similaire à ce qu'ont présenté Sébastien ce matin. Donc c'est permettre de créer un environnement de test par pull request pour le coup. C'est un projet en cours qui a bien avancé. Ensuite, on a les custom metrics autoscaling, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, on fait de l'autoscaling, mais on est basé sur des métriques relativement simples, comme le CPU ou la mémoire. Et on s'aperçoit qu'on a d'autres besoins d'avoir un autoscaling plus intelligent sur du temps de réponse, sur des queues. Et c'est un travail qui va se faire dans les prochaines semaines. Ensuite, il y a la pertinence du node autoscaling ou pas. Aujourd'hui, comme je le disais, on a de l'infrastructure, donc on a des clusters qui sont très bien provisionnés. On a une marge très confortable. Est-ce qu'on restera avec juste une marge très confortable ou est-ce qu'on mettra en place toute l'automatisation d'ajout de nœuds? C'est encore une question. Et on va aussi améliorer un peu comment on gère la communication inter-service dans un cluster. On a besoin d'une meilleure visibilité de ce qui se passe entre nos services. Donc c'est l'objet d'un service mesh, entre autres. Donc ça améliore aussi l'aspect load balancing. On a des fonctionnalités plus avancées de load balancing, là où Kubernetes c'est un peu rudimentaire. Et ça permet aussi d'ajouter un layer de sécurité supplémentaire. Voilà. Merci. Alors, quel est le livre que tu nous as choisi? Alors, une référence dans Kubernetes, typiquement, je crois que c'est le bouquin le plus célèbre qui permet d'avoir une bonne introduction et des informations relativement intéressantes sur Kubernetes et comment on peut travailler sur du Kubernetes. C'est Kubernetes Up and Running, et c'est des personnes très importantes, les créateurs de Kubernetes. Et donc, qui a une question? J'en ai une au premier rang. Oui. Alors, ma question, c'est comment vous monitorez tout ça, avec quels outils? Et est-ce que vous avez suite à ces analyses de monitoring, des choix à faire en termes de performance, d'optimisation du cluster, des conteneurs, etc. Alors, figure-toi que c'est un sujet en cours aussi. Enfin, en cours dans le sens où on l'envisage, une étude. Je reviens sur l'état actuel. L'état actuel, on utilise Datadog principalement. Et on a aussi de l'alerting sur l'infrastructure avec du Shinken, qui est une alternative à Nagios. Mais on a un projet dans l'équipe d'infrastructure pour étudier des alternatives. On a déjà identifié des alternatives, et dont Prometheus, que vous devez connaître aussi, qui est une solution de supervision. Après, c'est le trade-off. Est-ce qu'on fait une solution managée ou une solution qu'on va devoir opérer? C'est encore en cours, donc je ne pourrais pas te répondre là-dessus. Mais la supervision que l'on a mise en place aujourd'hui est suffisante pour garantir le niveau de disponibilité. A-t-on une question au premier étage? On reprend en bas après, vous inquiétez pas. On a une là-haut. Bonsoir, bonjour. Vous aviez dit que vous aviez une solution sur Google Compute Engine. Et pourquoi elle est on-premise du coup? Parce que ça a l'air d'être quand même beaucoup de choses à gérer en plus et la précédente avait l'air de fonctionner. Je m'attendais à cette question, pour être tout à l'heure.
Donc, on y avait répondu l'année dernière. Bon. C'est principalement une raison de coût, mais pas seulement, parce qu'effectivement, après, ça peut se challenger. La raison de coût, comme je disais, on a déjà du matériel qui est amorti, on a déjà l'infrastructure, on est déjà présent dans des régions. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on optimise nos coûts, mais on ne veut pas sortir du cloud complètement. Je n'ai pas été clair là-dessus. L'idée, c'est de faire déjà de l'hybride, d'avoir de l'on-prem là où on est présent, et de profiter du cloud lorsqu'on en a besoin, sur des environnements ou en offloadant de la charge. Et l'idée, c'est de conserver cette infrastructure avec du cloud. Et même l'idée, j'irai plus loin, c'est pas uniquement de rester avec Google, c'est de voir d'autres cloud providers. C'est aussi une question qu'on se pose, d'avoir multi-cloud plus l'on-prem. Et autre raison, c'est dans l'ADN de Dailymotion en général. On est très open source aussi, on est très utilisateur de solutions open source et historiquement, on fait de l'infrastructure chez nous avec des projets open source chez nous. C'est juste dans l'ADN, c'est peut-être pas un argument important, mais ça l'est pour nous. Ok, on en prend une dernière. Je vais aller. Bonjour. En fait, donc, parmi les outils réseau que vous utilisez, en fait, vous utilisez Calico. Est-ce que Istio pourrait vous apporter en fait quelque chose? Istio, c'est justement le dernier point. Le dernier point, celui-ci. Dernier point, c'est la solution de service mesh la plus répandue pour le moment, même si c'est un sujet très, très récent. Et ça ne fait pas le réseau à proprement parler. Ça gère la communication entre les services, mais ça ne gère pas l'aspect networking pur, bas niveau, niveau 3. Ça ajoute une couche d'interface entre les services. Mais oui, c'est dans le pipe, effectivement.